mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons commencer par un titre tout à fait intéressant que nous offre le Yediot Aharonot, puisque le Yediot nous révèle que la station de train qui sera prochainement construite près du Kotel, on va dire sous le Kotel, ou plus exactement sous le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, cette station de train portera le nom du président des États-Unis, Donald Trump, en remerciement de son annonce reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est en effet le ministre israélien des Transports, Israël Katz, qui a fait cette annonce hier. La gare du Kotel sera située sous terre à hauteur du quart d'eau et elle permettra aux Israéliens et aux touristes de venir de Tel Aviv jusqu'au Kotel en un peu plus d'une demi-heure. Elle sera située à la fin de la ligne Tel Aviv-Jérusalem, 3 km après la gare de Jérusalem qui fera face au Palais de la Nation, qui est en train d'être construite. Tout le monde peut la voir. Donc elle est construite à 60 mètres de profondeur à l'entrée de Jérusalem. Cette gare à l'entrée de Jérusalem portera, elle, le nom du défunt président de l'État d'Israël, Yitzhak Navon. Les autres gares à partir de Tel Aviv seront celles de l'aéroport Ben Gurion, de la ville de Modi'in et donc de l'entrée de Jérusalem, avant donc d'arriver au terminus qui sera la gare du Kotel Amaharavi, qui portera donc le nom du président de l'État, du président américain Donald Trump. Et puisque nous parlons de Jérusalem, eh bien sachez que le Israël Hayom souligne qu'après que le Guatemala, le Honduras et Panama s'apprêtent eux aussi à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et entendent y transférer leur ambassade. C'est une information donc du Israël Hayom. Et en marge de ces développements, toujours le Israël Hayom annonce que le Premier ministre japonais Shinzo Abe aurait l'intention de réunir à Tokyo un sommet en présence de Binyamin Netanyahou et du raïs palestinien Mahmoud Abbas afin de tenter de relancer le dialogue israélo-palestinien. Ce sommet se déroulerait en présence de Jared Kushner, le conseiller et gendre du président Trump. C'est une information qui a été révélée à l'issue de la rencontre hier à Jérusalem entre le chef de la diplomatie japonaise et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot mentionne ce matin en évidence les avis contradictoires du président de l'État Reuven Rivlin et du Premier ministre Binyamin Netanyahou autour de ces fameuses manifestations dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem contre la corruption, des manifestations qui ont un certain relan politique. Hier, lors d'une convention organisée par l'Université ouverte d'Israël, le président Rivlin s'est prononcé en faveur de ces manifestations. Il n'y a pas d'alternative à la protestation de la rue, a-t-il dit. Nous sommes passés des paroles aux actes, la place du théâtre Abima, la place Safra à Jérusalem qui cartillonne. Il n'y a pas d'alternative à ces manifestations. Nous devons éduquer une génération qui doit savoir que la place importante de ces places, a dit le président Rivlin. Des paroles qui ont provoqué la colère de certains élus, en particulier dans la droite israélienne, qui ont accusé Reuven Rivlin d'attiser la tension et d'être mu par sa rivalité personnelle avec le Premier ministre. D'ailleurs, Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, s'insurge contre les propos du président Rivlin et rappelle que sa mission est de rassembler la nation, pas de l'encourager à la division. Et pendant ce temps, le Premier ministre lui-même a reçu une délégation de rabbins du sionisme religieux. Nous venons d'en parler longuement avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Il leur a demandé leur soutien face à cette vague de manifestations. M. Netanyahou a déclaré aux rabbins que ces manifestations n'avaient d'autre objectif que de le destituer et de destituer un gouvernement nationaliste qui défend Eretz Israël. Parmi les rabbins présents à cette rencontre, à la présidence du Conseil, le Rav Chaim Druckmann, le Rav David Stav, le Rav Eliakim Nevanon et le Rav Eli Sadan. Netanyahou a rappelé qu'en 1992, la division de la droite avait permis l'arrivée du gouvernement Rabin et la signature des accords d'Oslo. Certains rabbins, comme le Rav Sadan, ont encouragé le Premier ministre. Le Rav Sadan, qui dirige la plus importante Mechina Kdam Tzvaït, école de préparation au service militaire d'Israël à Eli, lui a dit « Dire qu'il y a un problème à recevoir des cigares, c'est un scandale sans précédent. Ce n'est pas sérieux. Une personnalité comme vous, qui est à la tête de l'État depuis 20 ans, aurait pu gagner 100 fois plus
durant la même période s'il avait suivi une voie privée, a dit le Rav Sadan. Même le Rav Druckmann a déploré ceux qui parlent très haut de corruption uniquement dans le but de destituer Binyamin Netanyahou. Mais d'autres rabbins ont également fait entendre un autre son de cloche. Ils ont fait comprendre au Premier ministre qu'il n'était pas automatiquement dans sa poche et qu'il avait parfois la fâcheuse tendance de se souvenir d'eux uniquement lorsqu'il était en difficulté. La Knesset poursuit actuellement son interminable débat sur la loi des recommandations de la police, un débat qui a débuté il y a maintenant près d'une trentaine d'heures et qui est délibérément prolongé par l'opposition afin d'empêcher que la loi présentée par le nouveau patron de la coalition, David Absalem, ne soit votée en seconde et troisième lecture. Pour prolonger ce débat, les députés de l'opposition se livrent à des discours sans fin dans lesquels ils racontent tout et n'importe quoi. Ils vont même jusqu'à chanter ou même lire la Megillat Esther, explique ce matin le Haaretz. Le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin à la douleur de la famille Salomon qui a perdu trois de ses membres il y a 5 mois lors du terrible attentat dans la localité de Khalamish. Le grand-père Yosef Salomon, la grand-mère Chaya Salomon et leur fils Elad ont été massacrés par un terroriste palestinien tandis que la belle-fille Michal parvenait à sauver ses jeunes enfants. Le journal consacre ce matin une double page à rappeler ce drame car c'est aujourd'hui que se terminent les plaidoiries dans le procès de leur assassin. Ensemble, les membres de la famille Salomon clament leur douleur et affirment que le couteau de l'assassin continue à les frapper tous les jours. Et en marge de ce procès, les journaux annoncent que c'est aujourd'hui que la Knesset doit voter la peine de mort pour les terroristes coupables d'actes particulièrement abjects comme celui commis par l'assassin de la famille Salomon. Plusieurs sites d'information israéliennes reviennent ce matin sur la vague de protestations au sein de la communauté juive en France à propos de ce magazine pour enfants Youpi qui a considéré dans une formulation stupéfiante que l'État d'Israël, tout comme la Corée du Nord, n'était pas un État comme les autres. Les sites israéliens expliquent que face à la protestation générale, le groupe Bayard, qui publie ce magazine, s'est excusé et a retiré de la vente tous les magazines. Nous en parlerons dans quelques instants avec le président du CRIF, Francis Khalifa. Les sites d'information se penchent ce matin sur une information importante qui nous vient d'Argentine. À l'issue d'une longue enquête, eh bien, le procureur, l'un des procureurs, un juge enquêteur de la justice israélienne a tranché. Le procureur de l'État, Alberto Nisman, ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné quelques heures avant de fournir à la justice argentine des preuves concrètes de l'implication de celle qui était alors la présidente argentine, Cristina de Kirchner, dans les efforts pour éluder la responsabilité de l'Iran dans l'attentat contre le bâtiment de la communauté juive argentine en 1994, attentat qui avait coûté la vie à 85 personnes. Le site NRJ et le Israël Hayom ont réalisé le premier interview du nouveau et très jeune chancelier autrichien Sebastian Kurz à un média israélien. Dans cet entretien, le nouveau chancelier exprime sa détermination à rassurer l'État d'Israël quant à la présence dans son gouvernement de ministres du parti d'extrême droite de la Liberté, qui est d'origine fasciste et antisémite. Et il a affirmé en manchette du Israël Hayom: je considère l'État d'Israël comme un pays allié. Et d'ailleurs, l'un des premiers gestes de ce nouveau gouvernement a été de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, souligne ce matin le Israël Hayom. Le site Ynet consacre sa page d'ouverture aujourd'hui au rapport annuel du Conseil pour la protection de l'enfant en Israël. Un rapport qui est focalisé sur les nouvelles habitudes technologiques des enfants et sur leur addiction quant au site Internet et à Facebook. Un rapport qui révèle que l'enfant israélien passe en moyenne 4 heures devant la télévision, sans parler des heures qu'il passe devant son portable ou devant un ordinateur, et ce donc au détriment de tout exercice physique. Selon ce rapport, 72% des enfants auraient été insultés, auraient subi un shaming sur Internet. Des experts tirent la sonnette d'alarme, mais certains affirment également qu'il y a dans ce nouveau comportement quelques éléments positifs pour les connaissances générales des jeunes ou pour leur capacité à créer un contact plus facilement avec l'autre. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre que l'on trouve ce matin dans le Times of Israel. L'homme d'affaires juif français Michel Ohayon a racheté l'hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem à la richissime famille canadienne Reichmann. Ce bâtiment historique datant d'il y a près d'un siècle a été rénové il y a 4 ou 5 ans pour la bagatelle de quelques 150 millions de dollars. Le montant de la vente, 160 millions de dollars. Michel Ohayon est déjà propriétaire du Waldorf Astoria de Versailles et du Grand Hôtel de Bordeaux. Le Waldorf Astoria est considéré comme l'un des plus beaux hôtels du Proche-Orient. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est déjà 8h et 51 minutes sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve avec notre invité Francis Khalifa pour parler de cette affaire du magazine Youpi.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.